pour la mutation de l'humanité, la notion d'énergie ne peut être envisagée au niveau des soins médicaux seulement sur un problème des triages d'informations cosmiques et telluriques et qui passe par l'énergie vitale. Mais enfin ça, vous l'avez déjà compris. Alors, pour Nassim, il nous vient de Hawaï. Son sujet de conférence, c'est l'infini dans le fini. Il a passé la majeure partie de sa vie à faire des recherches, géométrie de l'hyperespace, physique théorique, cosmologie, mécanique quantique, biologie, chimie. Et ceci a abouti à un réseau de géométrique spécifique de la nature dans sa découverte. Alors, il a organisé une fondation dont il va vous parler. Et en fait, ce qui est fondamental, c'est qu'il va nous aider à aller vers la théorie, enfin, de l'unification des forces. Et cette fameuse théorie, j'espère, va nous permettre de vivre le monde supralumineux du libre arbitre. Merci. Merci. Aloha. Ah non. Aloha. Mahalo, Luilua, to have me here. Thank you so much. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis très content d'être venu. Et je vais essayer de faire ça pas trop en franglais, mais je parle pas. Il y a du québécois aussi qui pourrait se glisser là-dedans. Mais je parle pas le français très souvent, alors c'est difficile. Ça fait des années que je ne le parle pas. Et j'ai appris toute la physique et tous les termes de physique en anglais. Alors, vous allez peut-être avoir à me souffler des mots. Je peux avoir votre collaboration? Merci. Ça va améliorer mon français. Donc, je suis content de pouvoir vous présenter cette information et je veux faire clair que cette information n'est pas une théorie standard, c'est une théorie qui est controversiale et qu'il y a beaucoup de travail à faire pour continuer ce champ d'investigation. Mais en même temps, je veux vous dire que les théories que nous avons en ce moment sont incomplètes. Et ça, tous les physiciens l'admettent. Et certainement, la théorie quantique est incomplète dans son compréhension de la matière et comment la matière devient, comment la réalité se crée, et aussi comment la masse, l'énergie, l'électricité, les champs magnétiques et tout ça apparaissent. Tout ça n'est pas connu couramment, et ça, il faut bien le comprendre. La tendance, c'est de penser que, on doit comprendre c'est quoi la masse, on doit comprendre c'est quoi un champ magnétique et tout ça, mais en fait, ce n'est pas compris en sa profondeur, à sa essence de création. Et c'est ça qui m'a surtout poussé à faire la recherche que j'ai faite, c'est que je sentais qu'on avait besoin d'avoir un sens unifié de la physique, un sens où on comprenait les fondations de la création, pas seulement les épiphénomènes de la création, ce qui est la masse et l'électricité et la matière. Et donc, j'ai commencé très tôt. J'étais interrogé sur les structures, la réalité, comment ça fonctionnait. Et je n'étais pas très bon à l'école. J'avais des difficultés à rester concentré pendant des heures à écouter les choses. Et j'avais tout un monde dans lequel j'habitais qui n'était pas nécessairement ce monde. Et dans ce monde, il y avait des choses fantastiques qui se passaient et ça m'intriguait beaucoup plus que ce qui se passait ici. Alors, j'écoutais pas souvent et ça m'a créé beaucoup de problèmes. J'étais aussi très dyslexique, ou je suis encore très dyslexique. Mais je voulais dire que
j'ai eu un moment, une première leçon où j'ai été très excité. Et c'est quand un instituteur, on dit instituteur ou professeur, est allé au tableau et a fait un petit point noir et un petit point blanc sur le tableau noir et a dit « Aujourd'hui, on va apprendre notre première leçon en géométrie ». Et j'étais très excité quand il a dit « La première leçon, c'est une leçon de dimension ». Parce que moi, je me suis dit « Oh, il y a des adultes qui savent qu'il y a d'autres dimensions. Ah, ça, je ne savais pas. Oh, on apprend ça à l'école aussi. » Là, j'étais excité. Et j'ai été très, 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 très déçu. Parce que tout de suite après, il a continué en disant « Le point, c'est la dimension 0 et il n'existe pas. » Et j'étais déjà en arrière, très près de la porte. J'étais toujours près de la porte. Et je savais à ce moment-là, quand il a dit ça, que je n'allais pas passer mes cours de géométrie, que j'allais avoir des problèmes, parce que si loin du point, je pouvais le voir. Alors, si je le voyais, comment se peut-il qu'il n'existait pas? Et donc, il nous a dit qu'il n'avait pas de dimension et que c'était une dimension 0. Et là, il a fait quelque chose de même plus miraculeux. Il a pris ces points qui n'existent pas, il les a mis en ligne, il les a fait pour faire une ligne. Et il a dit, ça, c'est la dimension 1. Et ça n'existe toujours pas parce que ça ne crée pas un volume. Et il a continué en mettant 4 lignes ensemble pour faire un carré et a dit, ça c'est la dimension 2, c'est la dimension dans laquelle vos bandes dessinées vivent et ça n'existe pas puisqu'il n'y a toujours pas de volume. Et j'ai pu voir que tous les enfants dans la classe étaient vraiment désappointés, que Superman n'existait pas. Et un peu confus. Et là, il a fait quelque chose de complètement miraculeux, d'incroyable, de fantastique. Il a pris 6 de ces plans qui n'existent pas, donc 2D, et il les a mis ensemble. Il en a fait un cube et il a dit, ça, c'est la dimension 3 et celle-là, elle existe puisqu'elle enclose. Elle délimite un cube et elle a un volume. Et moi, je ne pouvais pas faire ce leap, ce pas vers cette conclusion. Beaucoup plus tard, je revenais d'une conférence de physique privée à Georgia Tech et j'étais avec un mathématicien très connu. Et on volait ensemble jusqu'à la côte ouest. Donc, ça a probablement été le plus long vol qu'il a eu parce qu'il avait 37 000 pieds d'un côté et moi de l'autre. Alors, il était un peu coincé pendant 6 heures. Et je lui parlais du plan, mais on parlait en termes de la structure de l'univers, et il me disait que l'univers est plat. Et j'ai demandé, plat, comment plat? Il dit, ben plat, comme un plan, et flat space. Et j'ai dit, mais comment épais est le plat? Et il m'a regardé et il me dit infiniment fin, infinitely thin. Et là, j'ai dit, là, on y arrive. Parce que si vous avez, OK, je vais essayer de pas me l'envoyer dans l'œil. OK, si vous avez un point qui n'existe pas, qui fait une ligne qui n'existe pas, qui fait un plan qui n'existe pas, si vous mettez 3000 plans ensemble,
vous n'avez toujours pas l'existence. Vous avez l'existence à la N, right? You have non-existence aux 4 fois ici, pas l'existence. Et pourquoi je passe à travers ça avec vous? Parce que ça, c'est les fondations, un axiome de fondation de la plupart de nos physiques et mathématiques. C'est présent partout. Et c'est vraiment fondamental. Et si c'est fondamental, dans la façon qu'on interprète l'univers, dans la façon qu'on interprète la réalité, si ce n'est pas complet, ça peut créer des problèmes vraiment difficiles, des problèmes qui sont difficiles à comprendre beaucoup plus tard. Je ne suis pas le premier qui a découvert que ça, c'est un problème. Beaucoup de gens l'ont pointé pendant l'histoire. Un des plus connus, c'était Buckminster Fuller, un géométriste, ingénieur qui était un génie et qui a pointé que ça, il y avait un problème dedans, mais n'a pas nécessairement résolu le problème. Plus tard, j'ai réalisé que mon père avait eu le même problème quand il était à l'école. Et comment on résout ce problème? C'est un problème fondamental. J'ai pensé, quand je retournais de mon premier cours de géométrie, à la fin de cette journée, j'avais un long voyage d'1 heure et demie en autobus. J'habitais au Canada, les distances sont longues. Et j'avais beaucoup de temps pour penser et je me suis fermé les yeux. Et j'ai dit, comment je peux résoudre ce problème? Qu'est-ce qu'est une dimension? Je me suis dit, je ne peux pas vivre plus longtemps sans savoir qu'est-ce qu'est une dimension. Et je me suis fermé les yeux et dans mon esprit, dans mon inner eye, dans mon œil intérieur, je me suis vu monter au-dessus de l'autobus. Et j'ai vu l'autobus devenir un point. J'ai monté plus haut et j'ai vu la ville dans laquelle j'étais devenir un point. Et je suis monté plus haut. J'ai vu la Terre devenir un point. Et j'ai monté plus haut. J'ai vu le Soleil, le système solaire devenir un point. J'ai monté plus haut et j'ai vu la galaxie devenir un point. J'ai dit, c'est des points jusqu'à l'infini grand. Et là, j'ai sauté dans la galaxie, je suis revenu dans le Soleil système, j'ai trouvé l'autobus dans lequel j'étais, et j'ai ouvert mes yeux et j'ai regardé à ma main, j'ai dit, je me demande si c'est fait de quoi, ça? Et je me suis fermé les yeux, j'ai volé dans ma main, et sure enough, certainement, j'ai vu que ma main était faite de millions de petits points qu'on appelle des cellules. Et là, j'ai volé vers une de ces cellules et je suis arrivé très près de la limite de la cellule, et j'ai regardé très près, et tout d'un coup, ça a ouvert, et il y avait des milliards et des milliards de points qui avaient l'air d'étoiles. Et là, je suis volé vers une des étoiles, et je suis rentré dans l'étoile, et j'ai regardé dans le milieu, et il y avait un point. Et j'ai dit, « Oh, c'est des points à l'infiniment petits! » Et j'ai eu ce moment de révélation, j'avais 10 ans, et j'étais très excité. Oh, j'ai compris. Je regardais les gens dans l'autobus. Ils avaient tous l'air d'avoir un peu d'aura ou quelque chose qui radiait. Ils étaient faits de points, avec des points à l'intérieur, jusqu'à l'infini. J'ai vu l'infini de chaque personne dans cet autobus. Je suis devenu très excité. Et vous savez, quand vous avez des moments de révélation, qu'est-ce qui arrive après? Hein? C'est la première chose que vous voulez faire, c'est d'en parler à quelqu'un. Et vous avez probablement eu cette expérience. Qu'est-ce qui arrive quand vous en parlez? C'est pas évident, hein? Les gens ont tendance à vous regarder. Ah, yes! Vous avez pris vos pilules ce matin? Et donc, la seule personne que j'avais pour en parler, c'était ma mère. Je suis allé chez moi, j'ai attendu que ma mère rentre du travail le plus vite possible. Et quand ma mère est arrivée, j'ai dit « Maman, j'ai compris quelque chose à l'école aujourd'hui. » Elle a vu que j'étais excité, elle est devenue très excitée. « Oh my God! Mon enfant est excité à propos de l'école, la première fois. »
Et j'ai dit, maman, j'ai appris les dimensions aujourd'hui, mais c'est pas correct. Elle m'a regardé, oh non. J'ai dit, maman, t'es fait de points, qui est fait de petits points, qui est fait de petits points, t'es fait d'infiniment points. Elle m'a regardé, elle a dit, tu sais, je viens de travailler pendant 8 heures, je me sens pas infini. Et quand elle m'a dit ça, ça m'a donné un coup, j'ai dû y penser. Et j'ai dit, mais c'est vrai, comment on fait s'il y a des boundaries, s'il y a des limites, ça a l'air d'être séparé, comment on peut avoir des systèmes fermés, des systèmes finis et des systèmes infinis en même temps? Ça ne fonctionne pas. Alors j'ai dû me concentrer sur le problème un peu avant d'en reparler. Et ça a pris presque 15 ans. Et je ne savais pas qu'en fait, à ce moment-là, j'attaquais un des problèmes les plus fondamentaux qui a été discuté et pensé pendant des milliers d'années, des philosophes grecs jusqu'aux philosophes modernes et physiciens et tout ça. C'est un problème fondamental, un problème entre les systèmes linéaires finis et les systèmes non linéaires infinis. Et à la base de la physique, en ce moment, il y a ce problème qui délimite, qui fracture nos physiques entre le grand et le petit, entre le grand qui est exprimé en général par les théories d'Einstein, relativity, general relativity, alors la relativité générale, et le petit qui est défini par... les théories d'Einstein prédisent donc un continuum, que l'espace et le temps sont un continuum, une courbe continue vers l'infini, vers la singularité, et les quantum physiques qui prédisent des systèmes linéaires bounded, des limites, des quanta de fini, de nombres finis. Et les deux ne s'entendent pas. Pourtant, on sait, on voit tous les jours que les grandes choses sont faites de petites choses. Et donc, il doit avoir une relation, il doit avoir une communalité, il doit avoir une théorie qui est capable d'exprimer les grandes choses à partir de petites choses ou les petites choses à partir de grandes choses. Et ça, c'est quelque chose que Einstein a travaillé dessus très fort. Et je pense que pour rejoindre un peu ce qu'on a vu de tous les autres intervenants durant ces 2 derniers jours, ce qui était fantastique, c'était fantastique, hein? Ouais. Et tout le travail qui est fait et cette aventure qu'on est impliqué dedans, dans cette découverte, dans cette nouveau understanding, nouveau compréhension de la science et surtout de l'esprit, je pense que le point prochain, ce qui manque, le fuel, l'essence, l'énergie pour propulser ces nouvelles compréhensions, c'est une théorie d'unification. Puisque ces nouvelles compréhensions de la science, de la biologie et tout ça, est une compréhension qui est vraiment liée à l'unification, à la compréhension que tout est un. Et donc, il nous faut une physique qui décrit ça, qui décrit l'unification. Et ce chasme, cette coupure entre le grand et le petit, entre l'infini et le fini, elle est beaucoup plus profonde que juste la physique. Je peux vous donner d'autres évidences. Par exemple, les gens qui sont plus spirituels, les maîtres spirituels, ont tendance à voir l'univers en fait d'infinité, right? Continuum, infinite amount of possibility. Ça, c'est le franglais qui coupe. Les possibilités infinies. Et les scientistes, en général, ont des tendances à voir les choses dans les systèmes fermés, finis, où on peut faire une analyse complète. Et donc, il y a cette disparité.
Et la tendance, c'est de polariser d'un côté à l'autre. Le scientifique dit nous n'avons pas besoin de ces systèmes très non linéaires et les spirituels disent nous n'avons pas besoin de la matière. Et souvent, quand les spirituels m'appellent pour me dire que je ne devrais pas faire de physique et qu'on n'a pas besoin de la matière, d'habitude, ils m'appellent sur leur cellulaire en train de conduire leur voiture. Et je dois le rappeler. Et donc, là, l'unification, c'est plus profond que juste l'unification des forces de physique, mais c'est une unification de notre conscience, une unification, une compréhension totale, une unification de notre expérience de l'univers. Et cette unification, elle est aussi à l'intérieur de nous, même plus profonde. Parce que la séparation, on peut la voir même entre les hommes et les femmes. Hein? Les femmes ont tendance à penser en fait d'infinité. Hein? Ils peuvent faire... par exemple, j'ai 2 enfants, un à 1 an, l'autre à 5 ans. Ma femme, elle travaille très dur et elle, vous savez, pour tenir tout ça ensemble et faire les repas et tout ça. Et parce que moi, quand je cuisine, c'est pas joli. Et elle peut faire comme 4 choses en même temps et ça la stresse pas du tout. Et tu sais, les femmes, ils ont tendance à penser en infinité. Mais les hommes, moi, je fais une chose à la fois et si elle vient me déranger, je dis « Ah, ne dérange-moi pas, je suis occupé. » Parce qu'on a tendance à penser en système linéaire et fini. Et donc, ça, il faut que ça vienne ensemble. Mais comment on fait pour que ça vienne ensemble? Comment l'infini et le fini se rejoignent? Comment les deux connectent? Est-ce qu'il y a une façon simple de comprendre la connexion entre les deux? Il doit y avoir une connexion. Et ce que j'ai trouvé après des années de recherche, c'est qu'en fait, la clé, elle était déjà là dans ma première leçon, et ça s'appelle la géométrie. Et parce qu'en géométrie, on peut faire une démonstration très simple de comment l'infini et le fini se rejoignent. Ma première réalisation, donc, à l'âge de 10 ans, c'était que le point est la seule chose et la seule dimension. Que les dimensions, c'est des divisions d'un point de singularité, un point d'infini. Et j'ai donc éventuellement compris qu'en géométrie, je peux vous démontrer très simplement que le fini et l'infini peuvent être complémentaires. Alors ici, je vous le montre. On prend une boundary, une limite, et on dit que cette limite, dans cet exemple, est un cercle. Non, ce cercle pourrait être une sphère. Donc, ne vous limitez pas à un plan 2-dimensionnel puisqu'il n'existe pas. Et dans cette sphère ou ce cercle, je peux mettre un triangle. Si c'était une sphère, ce serait un tétraédron. Et j'ai divisé donc ma sphère. Et quand j'ai fait cette division, j'ai automatiquement créé le potentiel pour la polarisation de cette sphère. Puisque l'univers, dans tout l'univers, ce qu'on voit semble avoir la rotation, et la rotation crée la polarisation. Donc déjà, intéressamment, j'ai reproduit un symbole géométrique très ancien qu'on trouve dans la plupart des anciennes civilisations autour du monde. Maintenant, remarquez, dès que j'ai fait la polarisation de la première division de mon cercle, j'ai créé une nouvelle échelle de l'exactement même géométrie, qui m'a donné le potentiel d'une nouvelle limite, d'une nouvelle boundary, right? Vous me suivez? Oui. OK. Ce qui est important à comprendre, là, c'est que ma nouvelle limite, elle est déterminée par un centre spécifique. C'est-à-dire que ce nouveau centre que j'ai créé pour ces limites
il est individuel à tous les autres centres, puisque cette limite, par exemple, est en relation avec toutes les autres limites à partir de son coordonné dans l'espace-temps spécifique. C'est la même géométrie dans toutes les limites. Nous sommes tous des humains, mais cette limite observe l'univers de sa perspective spécifique et il n'y a pas d'autre limite à l'infinité de ma division qui va avoir exactement la même perspective. Alors, nous sommes tous des humains, mais nous observons l'univers tous de notre perspective individuelle qui nous fait individuels. Et donc, là, on peut continuer à polariser et on obtient la prochaine échelle de limite et résolution de limite. Et ça s'appelle un fractal. Et on continue à diviser et on obtient des divisions plus loin et plus loin et plus loin. Et si je continuais à faire ça, mon ordinateur pourrait avoir un programme où il zoome juste après peut-être 5 divisions et il continue à diviser, il zoome, il continue à diviser, il zoome, il continue à diviser à l'infini. Mais ce qui est important dans cet exemple, c'est encore que chaque point, chaque division est en relation avec les autres individuellement. Donc, chaque représente un point d'information spécifique. Et l'information en physique peut être égale à l'énergie. Alors, je pourrais dire que je peux continuer à créer de l'énergie vers l'infinité de division. Et donc, ici, je peux continuer à diviser, et puisque l'énergie peut être équivalente à la masse, je pourrais dire qu'il y a infiniment de masse dans le système, mais je n'excéderai jamais, 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 jamais la première limite que j'ai créée, que j'ai commencée. Donc, dans une limite qui apparaît finie, il semble d'avoir des divisions à l'infini. Il semble d'avoir de l'information à l'infini, puisque chaque point dans ce volume a la possibilité d'être continuellement divisé et d'obtenir des nouvelles perspectives sur tous les autres points. Et ça a un meaning, une signification profonde, philosophiquement, mais aussi physiquement. Alors, si on commence avec la physique, la signification profonde de ça voudrait dire qu'un physicien qui comprend ça comprendrait qu'il n'y a probablement pas de particules fondamentales. Ça fait des années qu'on cherche une particule fondamentale. On crée des instruments très gros qui coûtent très cher pour accélérer les atomes, pour les collider, les casser ensemble, et pour obtenir des plus petits points, et après on en fait un plus gros pour accélérer encore plus et créer des plus petits points, des plus petits points, des petits points. Et maintenant, on crée des petites particules qui sont des milliards de fois plus petites que l'atome. Et à chaque fois, on pense « Ah, ça, c'est la limite ». On a tendance à penser à chaque fois « Ah, ça a commencé avec le microscope, quand on a vu les premières cellules, et on a dit « Ah, c'est tellement petit, ça doit être la plus petite chose que l'univers fait ». Et après, on a réalisé qu'ils étaient faits de milliards d'atomes, ces cellules. Et on dit « Oh my God !» Les atomes, c'est si petit, ça doit être la chose la plus petite que l'univers fait. Et après, on a réalisé, mais l'atome, elle est fait de petits protons qui sont tout petits dans le milieu de l'atome. Et on a dit, oh my God! Ça doit être la plus petite chose. Et tout ça, et on a trouvé de plus en plus de particules et tout ça. Et maintenant, on a créé un accélérateur à Genève, à CERN, qui a coûté 13 milliards de dollars. Et
pour accélérer, qui est 17 miles long, 17 000 de long, et qui pour accélérer les particules très, très rapidement et pour les casser en plus petits, pour essayer de trouver le Higgs mécanisme, le Higgs boson, pour confirmer les théories, mais encore avec le concept que ça, ce serait la particule fondamentale. Et ça, si ça c'est vrai, on ne trouvera jamais une particule fondamentale. Il y a toujours une possibilité de créer un plus gros accélérateur et de faire une plus petite particule. Mais il y a des limites à la grosseur de l'accélérateur qu'on peut construire. Et donc, ça ne nous avance pas très loin. Et ce que je dis ici, c'est que peut-être au lieu de chercher une particule fondamentale, on devrait chercher un pattern, un schéma fondamental de division, une géométrie fondamentale de division, parce que si on comprenait comment les divisions se fassent, comment l'univers se divise, comment les structures se forment, on aurait la clé de la création et on saurait que cette création peut être infinie dans toutes les directions. On a fait la même chose dans les trucs plus gros. Vous savez, on pensait que la Terre, c'était la plus grosse chose dans l'univers. Et après, on a réalisé, oh, la Terre, c'est comme un grain de sel à côté du Soleil. Et là, on a pensé que le Soleil, c'était la plus grosse chose. Et là, on a découvert les galaxies et on a pensé que les galaxies, c'était la plus grosse chose. On a trouvé les quasars et les superclusters et tout ça. Donc, et là, on pense l'univers dans lequel on est la plus grosse chose dans l'univers. Et maintenant, on commence à découvrir peut-être qu'il y a des univers parallèles, embeddés et tout ça. Et donc, il y a probablement une infinité de ce côté-là aussi. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Mais qu'est-ce que ça nous dit au niveau plus profond, au niveau de soi-même? Ça nous dit que si ça, c'est vrai, que dans chaque atome, chaque cellule, chaque atome que vous êtes fait, des milliards et des milliards d'atomes, il y a l'infinité. Ça vous dit que vous êtes fait de petites infinités. De petites infinités avec infini infini montant d'énergie, infini montant d'information. Que vous avez accès à l'information de toute la création puisqu'ils sont embedded. Comment on dit embedded? Embeddés? Imbriqués l'une dans l'autre. Ils sont donc tous en communication. Mais là, je dois demander à moi-même comment la communication se fait. Qu'est-ce que je divise en fait? Qu'est-ce qu'une division? Parce que si je regardais près de chaque division, je trouverais plus de divisions, et plus de divisions, et plus de divisions. Je dis, à un moment donné, il faut dire, qu'est-ce que je divise? Qu'est-ce qui est la division? Et ça nous amène à cette question fondamentale. Qu'est-ce qui connecte toutes les divisions? Qu'est-ce qui connecte toutes les choses ensemble? Si je vous disais, parce qu'on entend ça souvent dans les groupes spirituels, it's all one, you know, c'est tout un. You know, si tu as un problème avec ton voisin et puis que tu appelles ton ami spirituel pour avoir des conseils, you know, oh, c'est terrible, il a donné un coup de pied à mon chien, et la première chose qu'il va te dire, pas de problème, c'est tout un. Tu es un avec ton voisin. Surtout si vous habitez à Sedona. Et donc, c'est vraiment important, mais pourquoi? C'est dans les traditions anciennes partout, les maîtres ont parlé de que tout est un, oneness concept. Mais comment c'est un? C'est quoi qui est un? Comment on fait? Ça n'a pas l'air d'être un. Moi, j'ai l'air d'ici, Laura, elle a l'air d'être là. J'ai pas l'air d'être un avec Laura. Comment ça se fait que... ça veut dire quoi, tout est un? Il faut pouvoir identifier les mécanismes. Comment ça, c'est vrai? Parce que sinon, ça devient un dogme. Hein? On peut dire dogme. Hein?
Ça devient un dogme. Alors, comment tout est un? Si je vous disais dans l'univers, vous avez tout l'univers pointé à quelque chose qui connecte toutes les choses, qu'est-ce que vous pourriez trouver? Ce serait quoi que vous trouveriez qui connecte, qui est partout, qui connecte toutes les choses? Ce serait, la seule réponse, c'est l'espace. Space. Hein? L'espace est partout. Il est définitivement entre les galaxies, entre les soleils, entre les planètes, entre les molécules. Si on prend la molécule la plus dense sur la Terre, par exemple, le diamant, et qu'on grossit une des atomes de cette molécule, et pour que l'atome devienne la grosseur d'une orange, l'autre atome est 2 football fields plus loin. Donc, il y a beaucoup d'espace entre les atomes. Et quand on regarde dans l'atome lui-même, on trouve, comme vous avez vu dans les 2 derniers jours, 99,999999% d'espace. Et nous, ce qu'on se concentre dessus, c'est le point 0,00001. Et on a tendance à ignorer le 99,99999%. C'est important parce que, imaginez, il n'y a rien qui a jamais touché à rien. Il n'y a rien qui se touche. Il y a beaucoup d'espace. Si les atomes se touchaient quand tu touches quelque chose, ce serait la fusion, ce serait terrible. Hein? Et si, donc, il y a beaucoup, tout ce qu'il y a, c'est des champs électromagnétiques qui se rebutent contre les autres. Hein? Des relations de phase et de non-phase qui créent que mes atomes peuvent passer s'ils étaient en phase et qu'ils ne puissent pas passer s'ils sont hors de phase. Donc, quand on regarde le point 0,0001 et qu'on ne réalise pas que c'est une fonction de l'espace, on devient isolé du reste de l'univers et on se pense séparé. On crée la boîte qui nous délimite en relation avec l'univers. Et là, on commence à faire des sciences qui sont basées sur cette boîte. Et quand on fait des sciences qui sont basées sur cette boîte, ça va être automatiquement des sciences d'entropie. Puisqu'il n'y a pas de source de négantropie, il n'y a pas de source d'organisation pour balancer l'effet anthropique. Puisque le système qu'on analyse est séparé, indépendant. Vous me suivez? Le résultat, c'est que on a un univers en ce moment, on a une théorie de l'univers en ce moment qui commence avec un Big Bang. C'est l'univers mâle. Hein? Il y a une grande explosion. Et cette explosion a remplacé le mot Dieu. Hein? Avant, on avait le mot Dieu. Alors, si vous alliez à votre chapelle ou à votre temple et vous demandiez à votre prêtre comment la réalité est arrivée, d'où ça vient la réalité, il va tout de suite vous dire « Ah, mais ça, c'est Dieu, mon fils. » Ou ma fille. Et si vous allez voir un physicien et vous lui demandez « Mais c'est comment que la réalité est arrivée? Comment tous les atomes sont arrivés? » Il va vous dire « Ah, mais c'était le Big Bang. » Mais ça, vous avez à peu près le même niveau d'information. Et donc, il doit avoir un mécanisme pour... Puis, à partir de ce Big Bang, il y a l'entropie de tous les systèmes. Les systèmes sont dits d'aller vers disorder, le désordre. Hein? L'entropie, c'est le résultat d'un système qui va vers le désordre. Mais pour qu'il y ait désordre, il y a dû avoir ordre.
pour qu'il y ait entropie, il y a dû avoir négantropie. Et si on comprenait d'où vient la négantropie, le système qui va vers l'ordre, et je vous assure que l'analyse d'un être humain ou même l'analyse d'une branche de grass, d'herbe, la complexité, hein, on a vu pendant ces 2 jours la complexité. Si je prends la DNA d'un homme et je la mets bout à bout, je peux la mettre autour de la Terre 5 millions de fois. Ça, c'est la complexité de cette DNA qui se divise à des rythmes incroyables, qui crée des systèmes totalement cohérents, à des divisions de millions de cellules par seconde, et toutes coordonnées pour que les cellules sur ton pied sachent de ne pas faire des cellules de nez, et les cellules de nez de ne pas faire des cellules de pied, parce que s'il y a un nez qui grandit dans vos souliers, c'est pas confortable. Et donc, il y a évidence de négantropie, il y a évidence d'organisation fondamentale de systèmes qui vont vers la cohérence, de systèmes qui vont vers la complexité organisée, self-organizing, cohérence qui va vers l'organisation self, auto-organisation. Et ça, c'est quoi? Quelle est la partie de l'univers qui fait ça? Et si on regarde, c'est probablement la partie qu'on appelle le vide. J'ai été invité, vous savez, je travaillais tout seul pendant très longtemps, isolé dans les montagnes. Je fais de l'escalade, de la varap, et je faisais de l'escalade le matin et je travaillais toute la journée, toute la nuit. Et pendant très longtemps, éventuellement, j'avais plus d'argent, j'ai dû aller chercher des sponsors. Et mon premier sponsor, il m'a dit, il faut que tu ailles dans les J'avais déjà eu des intercations avec les physiciens, alors c'était pas trop mon truc, mais il m'a dit, il faut que vous alliez dans les conférences de physique et que vous parliez. C'était la relation que j'ai dû établir avec ces sponsors. Et donc, ils m'ont amené dans les conférences de physique. Et une des conférences de physique, c'était à Georgia Tech. J'ai amené ce livre, c'est Gravitation, c'est la Bible des théories de relativité. Ça a été écrit par des grands de la physique, Wheeler, Thorne et Meissner. Et vous voyez, c'est appelé gravité parce que vous voyez, c'est très lourd. Alors, quand vous le prenez, vous comprenez tout ce qu'il y a à avoir à comprendre après la gravité. Et dans cette conférence de physique, donc on parlait de ça, c'est il y a presque 15 ans, mais c'était le début de la fada des string theory, des ficelles, des théories de ficelles et tout ça. Des cordes, ah bon. Et ouais, les ficelles, les cordes. C'est plus fin qu'une corde quand même. Et donc, il y avait beaucoup de complexité avec des équations complexes et tout ça. Et j'ai pensé, mais je demandais des questions fondamentales à chaque fois et ça a créé des problèmes. Mais à un moment donné, j'ai dit, OK, là, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Et j'ai ouvert le livre Gravitation sur la page 719 et j'ai dit, ça, si je comprends bien, c'est le modèle de notre univers en ce moment. Et ils m'ont regardé et dit, oui, Nassim, ça, c'est fondamental. Et j'ai dit, si je comprends bien, notre modèle de l'univers nous dit que notre univers est comme un ballon avec, c'est l'exemple qui est donné, avec des pennies, des sous collés dessus, et les sous représentent les galaxies, et quand l'univers grandit, les galaxies s'éloignent l'une de l'autre, qui est représentée par les sous. Et j'ai dit, ça, je comprends ce modèle, mais il y a quelque chose que je n'arrive pas à trouver, l'équation. Et ça fait longtemps que je cherche, ça fait 15 ans que je cherche cette équation. J'aimerais beaucoup que vous puissiez me la montrer, comme ça,
je ne parle plus après que vous me la montrez. Il faut que je la trouve. Ça me rend fou. J'arrive pas à la trouver nulle part. Ce que j'aimerais savoir, c'est qui ce gars? Parce que sans ce gars, il n'y a rien qui arrive. Et donc, parce que le gars, il souffle dans la... Ouais, et j'ai pointé que, vous savez, et j'ai continué à faire le dessin. J'ai dit, regardez, on dessine le reste du gars. Et là, j'ai dit, regardez, tu vois, quand le ballon, il grandit, les poumons se contractent. Pour chaque action, il y a une action renverse. For each action, there's an equal and opposite reaction, right? Donc, c'est quoi? Donc ça, c'est l'expansion. L'expansion, c'est l'entropie. C'est quoi qui crée la négantropie? Dans le ballon, dans l'exemple du ballon, il y a l'espace qui est à l'intérieur du ballon. Et je me suis demandé au début de ma recherche, qu'est-ce que l'espace? Est-ce que c'est une entité indépendante de la matière? Qu'est-ce que l'espace? Et j'ai réalisé, beaucoup plus tard, et ça c'est du même livre, qu'en physique quantique, on avait trouvé quelque chose de vraiment incroyable à propos de l'espace, mais qui avait été mis dans les placards avec les squelettes depuis longtemps. Et ça, c'est bien expliqué ici. Present Day Quantum Field Theory, les physiques de quantum des champs quantiques, gets rid by renormalization process, enlève, en utilisant les renormalisations, une énergie densité dans l'espace, dans le vacuum, qui serait infinie si elle n'était pas enlevée à partir de systèmes de renormalisation. C'est-à-dire que quand on a regardé dans l'atome, quand on a regardé dans l'espace à l'intérieur de l'atome, quand on a essayé d'écrire les mathématiques d'un système de fluctuation en un resonator, on a réalisé qu'il y avait des fréquences d'oscillation à l'infini, que la structure de l'espace-temps à l'atome, au niveau de l'atome, était en fluctuation avec de l'énergie à l'infini. Que même à 0 Kelvin, il y aurait encore des fluctuations. Ce qui a donné le nom Zero Point Energy, point zéro énergie. Merci pour tout peut-être que je devrais vous payer pour les cours de français. Et donc, ça m'avait frappé parce que, vous voyez, à partir de la logique que j'utilisais, si l'espace est en communication avec toutes les choses et que c'est l'espace qui crée la coordination puisqu'il a l'information de toutes les choses, c'est la seule chose qui pourrait coordonner et créer des systèmes super complexes. Donc, cet espace doit avoir une énergie infinie pour avoir toute l'information de toutes les choses dans l'univers. Et j'avais conclu à ça avant de trouver ces équations. Et quand j'ai trouvé ça, j'ai dit « Ah, c'est ça! Ils ont déjà trouvé. » Mais ce qui est arrivé, c'est que quand ça a été trouvé, presque il y a 100 ans, ce n'était pas acceptable, le vide avec de l'énergie à l'infini. Ça semblait non réalistique. Et donc, la tendance, ça a été de couper le numéro, essayer de trouver une constance pour obtenir un numéro fini, qui n'est pas nécessairement une mauvaise idée pour qu'on puisse faire des mathématiques, mais quand on a fait ça, on a trouvé que le numéro était quand même extrêmement grand. C'est-à-dire
qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé une constante fondamentale, la constante Planck, en fait, la distance Planck. Et ça, c'est 10 au moins 33 cm. C'est très, très petit, millions de fois plus petit que l'atome. Et ils ont dit, et en fait, moi, je veux faire clair que dans ma théorie, ça, c'est pas la fin de l'univers. C'est une limite basée sur notre relation à l'univers, basée sur notre échelle à l'univers, mais qu'il y a des limites plus petites. Et d'ailleurs, il y a des théories, wavelet theory, qui commencent à travailler là-dessus. Mais que le point de Planck a été utilisé pour décrire comment il y a d'énergie. Et on peut penser le point de Planck que c'est une vibration qui est de la distance de combien de temps ça prendrait pour un photon de passer à travers lui-même. OK? C'est une très, très petite oscillation. Tellement petite. Une petite oscillation. Et quand ils ont fait ça, ils ont dit, bon, ça, si c'est la limite des oscillations électromagnétiques, on pourrait dire combien de ces petites oscillations je peux avoir dans un centimètre cube d'espace. Et ça va me donner un numéro fini. Alors, ils ont mis tous les petits Planck là-dedans. Et puisque chaque distance de Planck représente une énergie, une oscillation, cette énergie égale mc square, carré. Chaque oscillation a une masse de 10 au moins 5 grammes. Et donc, ça vous donne une densité pour chaque centimètre cube d'espace. Et cette densité est 10 au 83 grammes par centimètre cube. C'est énorme. 10 avec 83 zéros. OK? C'est très, très grand. Pour vous donner une idée combien grand c'est, si je prenais un centimètre cube et je mettais toutes les étoiles, tous les atomes, tout ce qu'on trouve dans l'univers, toutes les étoiles, il y a des milliards d'étoiles dans chaque galaxie, il y a des milliards de galaxies. Vous imaginez la densité si je mettais tout ça dans un centimètre cube d'espace, le nombre que j'obtiendrais serait 10 au 55 grammes par centimètre cube. Je serais encore 39 ordres de magnitude plus petit que la densité de l'espace lui-même. Donc, vous imaginez, vous flottez dans de l'énergie presque à l'infini. Vous êtes fait de beaucoup plus d'espace qu'un centimètre cube. Il y a des matins, peut-être, vous vous sentez un peu différent, mais en général, imaginez combien d'énergie est présent dans votre existence, qui êtes-vous quand vous êtes votre espace? Et cet espace, donc, est très énergétique et tellement dense. Vous allez dire, mais comment ça se fait qu'on la voit comme l'espace? Si c'est si dense que ça ne devrait pas nous apparaître à l'espace. Mais c'est parce que l'infini de ces vibrations se cancelle, puisqu'il y a l'infini de fréquences et que toutes ces fréquences peuvent se canceller et donc ça vous donne l'impression qu'il n'a rien, qu'il n'a que de l'espace, alors qu'il y a l'infini d'énergie. Et où les vibrations ne se cancellent pas tous, annulées, OK. Et où les vibrations ne s'annulent pas tous, où il y a un peu d'asymétrie dans l'annulement des vibrations, se crée une limite, et cette limite, nous l'appelons la réalité.
c'est la fonction... c'est la fonction de notre existence. La définition. Je peux vous donner un exemple plus précis qui vous donne une vision un peu plus claire. Imaginez dans une piscine que toute l'eau dans la piscine ait ces vibrations de l'hyperespace, du vide. Et que dans cette piscine, il y a un petit vortex dans le milieu, parce qu'il y a une petite dépression, parce que peut-être qu'il y a un drain dans le milieu, il y a une petite dépression. Et donc, ce petit vortex, si vous ne saviez pas, vous voyez, toutes les molécules dans la piscine, ils sont en fonction chaotique. Mais si vous ne saviez pas, mais près du vortex, toutes les molécules sont organisées, cohérentes, hein, qui définit ce vortex, cette dynamique. Si vous ne saviez pas que cette dynamique du vortex, par exemple, si vous êtes un poisson dans cette piscine qui n'a jamais sorti de l'eau, vous ne pourriez pas savoir que vous êtes dans l'eau, hein, qu'il y a d'autres choses que de l'eau. Et donc, vous diriez, il n'y a rien, et là, il y a un vortex, il y a quelque chose. Et vous identifieriez cette chose comme quelque chose d'indépendant de l'eau de la piscine. Et vous essaieriez de trouver c'est quoi qui crée ce vortex. Éventuellement, vous découvririez que c'est l'environnement dans lequel vous baignez. Et alors, l'atome, dans cette vue de ce concept, l'atome est un petit vortex de la structure de l'espace-temps. Un endroit où il y a un peu de cohérence qui fait qu'il y a un peu de bleeding, un peu de sortie de l'énergie de l'espace qui nous apparaît à un champ électromagnétique et on dit « Ah, il y a une atome et je peux la toucher. » Quand on réalise ça, ça a des changements profonds dans notre vie parce qu'on réalise qu'on est en relation avec un champ infini et qu'on est en relation avec toutes les choses. Donc, je suis un avec l'aura parce que l'espace entre moi et l'aura n'est pas vide. Il est connecté. Ce que l'aura fait et ce que je fais a une influence sur chacun. Et donc, est-ce que cette énergie, mais vous pourriez dire, cette énergie, vous savez, et c'est surtout ça qui s'est dit il y a 100 ans, c'est que, bon, ça c'est un peu ésotérique, on va ignorer ça. En général, ça a été vraiment ignoré pendant presque 100 ans. C'est récent que les gens de plus en plus parlent de l'énergie du vide. Même dans le Schwarzschild Proton, le papier que j'ai publié il y a 2 ans, j'utilise le 10 au 93 grammes par centimètre cube dedans. Et bon, c'est un papier très controversial parce qu'il décrit l'atome comme petit trou noir. Et puis je pensais en fait, quand je l'ai amené à cette conférence de physique, qu'ils allaient me demander de retourner à Hawaï et faire du surf. Et j'étais très content de voir qu'ils m'ont donné le prix du meilleur papier pour cette conférence. Et ce qui est remarquable, c'est qu'après que je l'ai publié, j'ai reçu beaucoup de tomates. Et beaucoup de ces tomates qui m'arrivaient par email me disaient « Mais où vous avez pris ce nombre? Ça n'existe pas, ce nombre. Vous avez pris ça où? » Tellement de physicists à crédibilité, avec des PhD et tout ça, ne savaient pas la densité de Planck. Ça s'appelle la densité de Planck. Ne connaissaient pas. Parce que quand on est éduqué en physique, surtout il y a quelques années de ça, plus maintenant, mais il y a quelques années de ça, la densité de
du vide n'était pas vraiment adressée. Donc, est-ce qu'elle est vraie? Oui, ben, on peut la mesurer. On peut la mesurer et je vous assure, il y a des choses que je ne peux pas nécessairement vous montrer, mais que non seulement elle peut être mesurée, mais maintenant il y a des technologies qui s'amènent, qui viennent, qui vont pouvoir extraire de l'énergie du vide. Mais au moins on peut la mesurer depuis les années 90, parce qu'en 1947, un physiciste du nom de Casimir a découvert, a pensé, peut-être qu'on peut mesurer l'énergie de l'hyperespace si on crée assez une différence, un gradient. Comment on dit un gradient? Un gradient. Parce que, vous voyez, si l'énergie, si toutes les vagues se cancellent, si on fait un petit gradient, on devrait obtenir une force. Hein? Et donc, il s'est dit, si je mets des plaques près l'une de l'autre, comme ça, et qu'ils sont assez près pour être l'une à côté de l'autre, je devrais pouvoir éliminer quelques fréquences du vide entre les plaques. Et puisqu'il y aura moins de fréquences entre les plaques, moins d'énergie, et plus d'énergie à l'extérieur des plaques, les plaques devraient se pousser ensemble. Et donc, il a calculé combien près les plaques devaient être. Et quand il a fait ça, vous voyez, ça c'est les ondes qui s'éliminent quand les plaques viennent ensemble. Quand il a fait ça, il s'est rendu compte que les plaques devaient être à des microns de séparation pour éliminer assez de fréquences pour avoir un effet mesurable. Et en 1947, il n'y avait nulle part qu'on pouvait faire des plaques avec des microns de précision pour les amener ensemble si près. Alors, ce n'était pas possible jusqu'aux années 90, la fin des années 80. Et finalement, on a réussi. Et quand on a mis les plaques ensemble, le premier université, c'était, je pense, l'Université de Washington. Quand les plaques ont été mises ensemble, ils ont été poussés avec la force qui avait été prédite par Casimir en 1947. Et ça a été reproduit dans d'autres universités tout autour du monde. Les Italiens ont fait beaucoup de travail là-dessus. Et donc, ça s'est confirmé. Donc, vous êtes dans cette énergie. Et cette énergie, elle est vraie. Et ici, dans l'effet de Casimir, vous pouvez voir des effets physiques de cette énergie. Ce n'est plus adéquat, comme on le fait encore couramment en physique quantique, de décrire cette énergie, en anglais ils disent « has no physical meaning », avec pas de signification physique. Puisque là, on a des forces physiques qui est produit par ces plaques. Et ça nous amène à essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé en physique quantique qui nous a créé un concept biaisé du niveau atomique. Et ça devient un peu plus controversial. Mais ce qui est important que vous compreniez, c'est qu'il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance la physique et qu'on trouve l'unification. Et ça fait longtemps qu'on la cherche, l'unification. Et si on veut la trouver, il faut réexaminer des concepts qui ont été établis il y a très longtemps et voir s'ils sont encore valides. Un des concepts fondamentaux de la physique quantique, c'est le double slit experiment, et je vais en discuter dans un instant. Le double slit, c'est le double fente, l'expérience de double fente. Là, j'ai travaillé avec Elisabeth Rauscher, c'est une physiciste très saisonnée qui a collaboré avec moi. C'était une des seules physiciennes
au physiciste qui a accepté de travailler avec moi puisqu'elle était, comment on dit, retraitée. Et donc, mes sponsors lui ont demandé de passer quelques jours avec moi et après quelques jours, ils l'ont approché, ils lui ont dit « Elisabeth, qu'est-ce que tu penses des théories de Nassim? » Et Elisabeth, elle est très drôle. Et elle regarde mes sponsors et elle dit « En général, je pense que Nassim est fou. » J'ai dit « Bon, ça commence bien. » Et elle m'a dit, elle a dit « Mais s'il a raison, on devrait être capable de prendre les données des objets dans notre univers et de les mettre sur un graphe, sur un graphique, sur un graphique, et de voir si les divisions sont coordonnées, s'ils ne sont pas complètement random, aléatoires. S'ils sont coordonnés, il y a une relation d'échelle et si cette relation d'échelle va jusqu'au niveau atomique, il faut trouver c'est quoi qui fait cette relation. Et donc, on a commencé à travailler à faire cette première échelle. On en a fait plusieurs après pour le confirmer. Et elle commence, cette échelle, c'est l'énergie d'un système en Hertz et son rayon. Et donc, on a commencé avec l'univers, le rayon de l'univers et sa calculation pour son énergie estimée. Et quand on a mis le premier point, quand on a fait la calculation, c'était un calcul que j'avais déjà fait indépendamment et que d'autres avaient réalisé aussi indépendamment, c'est que quand on met toute la matière qu'on voit dans l'univers, dans le rayon de l'univers, et qu'on calcule avec les équations d'Einstein, la densité de notre univers est en agreement, en accord avec la condition Schwarzschild, est en accord avec la condition d'un trou noir. Nous habitons dans un trou noir. Saviez-vous? Et vous savez, c'est pour ça que c'est noir la nuit. Mais ça, c'est vraiment fondamental dans cette théorie. C'était vraiment confirmateur quand j'ai trouvé ça, parce que si tout est fait de trous noirs à toutes les échelles, quand on prend la masse de notre univers et son rayon, il aurait fallu que ça soit un trou noir, et c'est exactement ça que ça a donné. Et donc, là, on a pris les quasars, les objets plus petits que l'univers, la prochaine échelle. On a pris leur dimension et leur énergie. On a mis l'autre point. Après, on a pris le centre des galaxies, la dimension et l'énergie, ou les galaxies, je veux dire. Et là, on a pris les systèmes, les soleils, les étoiles, je m'excuse, leurs rayons et leur énergie. Et c'est des averages, c'est des moyennes. Et ça s'est commencé à s'enligner dans une échelle linéaire droite. Et là, on a pris jusqu'à l'atome dans la physique quantique. Et si l'atome était complètement différent, si l'atome n'était pas classique, vous expecteriez, vous attendriez que l'atome ne soit pas du tout sur cette ligne. Et vous savez, c'est incroyable quand même qu'on a une société sur cette planète qui voit très clairement dans notre univers que tout est classique, c'est-à-dire qu'il y a des mécaniques fondamentales. Et quand les gens pensent mécanique, ils pensent linéaire. En fait, mécanique, c'est non linéaire. Et qu'on se dit que ces mécaniques émergent de trucs qui n'ont rien à voir avec les mécaniques qu'on appelle quantiques.
Et là, c'est la dislocation qui s'est passée il y a presque 100 ans. Et donc, là, on a vu qu'il doit y avoir une relation entre le classique et le quantique. Et ça, c'est une évidence. Et là, on a été jusqu'au point Planck, vous voyez, 10 au moins 33, et son énergie, et ça s'est enligné parfaitement avec l'univers, ou presque parfaitement. Ça, c'est remarquable. Imaginez la grandeur de cette échelle. Voyez la distance entre l'atome et le point Planck? C'est immense. Et ça, c'est une très grande échelle. Pour que ces points tombent sur une ligne continue, ça ne peut pas être un hasard. Et ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que, vous voyez, récemment, il y a des jeunes physicists qui ont commencé à penser de la même façon. Ce physiciste, par exemple, a trouvé une solution où il dit, dans ses mathématiques, qu'il peut montrer que nous vivons, à partir de ces mathématiques, dans un wormhole. Wormhole, c'est un trou de verre. Oui, un trou de verre. C'est comme pour aller à la pêche. Et que dans ce trou de verre, on habite dans un trou noir. Donc, je ne suis plus le seul à penser comme ça. J'ai de la compagnie, finalement. Et ce qui est intéressant aussi ici, c'est que si vous mettez sur cette échelle les microtubes que M. Bobola parlait, ouais. Les microtubes, vous trouvez que leurs rayons et leur énergie tombent vraiment près de cette échelle linéaire. Donc, tout d'un coup, on a la biologie dans le milieu de la physique. Hein? On a la biologie dans le milieu entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Notre système tubulaire est un des points d'information qui connecte l'infiniment grand à l'infiniment petit à l'intérieur de vous. Ça passe à travers votre expression. Ça passe à travers votre interprétation du point spécifique auquel vous observez l'univers, dont personne d'autre peut le voir de ce point, mais que vous communiquez avec le vide qui connecte tous les autres. Donc là, on commence à trouver une relation entre la physique et la biologie, et même on peut étendre ça vers la conscience, c'est-à-dire qu'on pourrait commencer à comprendre que le système apprend sur lui-même en amenant l'information vers le vide et que le vide crée la réalité pour confirmer cette interprétation. Mais quand le vide crée la réalité, quand vous informez le vide et le vide vous redonne la réalité, hein, il a été modifié par toutes les autres informations qui ont été données par toutes les autres observations dans le vide à l'infini. Pour que vous receviez quelque chose qui est un peu différent que ce que vous aviez l'intention, que ce que vous aviez interprété. Et ça vous fait apprendre. Et à partir de là, on réalise que l'univers, probablement, est un feedback, ce qui est les dernières choses que le grand physicien John Wheeler avait compris à la fin de sa vie. Mais dommage, les physiciens ont dit qu'il était rendu fou. Mais quand ce feedback, je veux dire quelque chose d'important, là, surtout pour les gens qui ont des sens spirituels. Là, il y a beaucoup de gens dans les groupes spirituels en ce moment qui parlent que tu crées ta propre réalité. Si ça, c'était vrai,
on créerait notre propre réalité, chacun, et on se retrouverait seul dans notre réalité. Ce serait l'enfer. Où est parti tout le monde? Mais on crée une réalité collective. Ce qui nous connecte, c'est cette énergie du vide dans laquelle on met l'information et l'information nous revient avec une what's that? Une influence de toutes les autres informations pour qu'il y ait une coordination des réalités. Pour que je ne puisse pas dire « il fait trop chaud », je tourne le soleil vers le bas, « il fait trop chaud », et le pauvre gars en Alaska, il fait froid. Il y a une coordination, il y a un feedback, et ce feedback fait avancer, ce feedback fait grandir. Donc, vous créez votre réalité en interprétant l'univers, et l'univers vous crée votre réalité. C'est un feedback. Et il faut toujours avoir les deux pour comprendre. Et quand on a les deux, quand on fait le statement, avec les deux, la boucle se ferme et là, on est en balance. Et c'est vraiment important parce que ça nous donne aussi de la compassion pour son expérience. Parce que les gens disent, mais j'ai lu tous les livres spirituels, je médite 4 heures par jour, je suis même allé au séminaire de Nassim Haramein. Et pendant 10 heures, je me suis assis à écouter sa physique. Et je ne suis toujours pas capable de créer ma réalité comme je la veux. Qu'est-ce qui ne marche pas dans moi? Et ça, il faut comprendre, nous sommes en relation les uns avec les autres. Nous ne pouvons pas nous séparer l'un des autres. Notre réalité, elle change tranquillement. Plus il y a de gens qui sont capables d'influencer le fil morphogénique de toute la planète. Le champ gravitationnel qui nous tient ensemble, tous nos pieds pointent au même point de singularité, qui nous connaissent tous, qui nous connectent tous. Et nous ne pouvons pas nous séparer. Donc ça nous commence à nous dire qu'est-ce qui connecte le grand et le petit. Mais si vous dites à un physicien que le grand et le petit sont ensemble, ils vont dire « Attention, si on regarde cette échelle, tous ces points pourraient être décrits comme points noirs, mais celui-là ne devrait pas être un point noir. L'atome ne devrait pas être un point noir dans la théorie en ce moment. » Tous les autres points sont en condition Schwarzschild. Et ça nous demande de commencer à examiner la physique quantique. Et ici, j'ai rajouté ces images parce qu'on en a parlé il y a ces jours-ci. Et je veux juste clarifier qu'il y a des expérimentations maintenant qui ont été faites classiquement qui donnent tous les mêmes résultats de l'expérimentation des fentes, mais classiquement. Les interférences, les particules et tout ça ont été faits par MIT juste récemment en utilisant un bac d'eau. Et ça fait longtemps que je dis que l'interprétation de l'expériment des fentes peut être interprétée complètement différent si on réalise que les particules qu'on lance ne sont pas des petites boules de billard. Ils sont une fonction du vide autour d'elles. Et comme un bateau qui bouge sur l'eau, quand la particule bouge, elle fait des vagues. Et si vous avez une fente, le bateau passe.
Si vous avez deux fentes, vous avez un bateau qui passe et vous avez des vagues qui passent dans l'autre. Et ce n'est pas la particule qui est devenue une vague et une particule en même temps. C'est une fonction du field, c'est une fonction du champ. C'est le champ qui crée la particule et c'est le champ qui fait les vagues et la particule en même temps. Et MIT, en faisant un très simple expériment, une expérimentation avec un bac de silicone et fluide et des petites billes de silicone, ils les ont mis là-dessus, ils ont mis des fentes et ils ont obtenu exactement les mêmes résultats. Et ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est que quand ils ont fait une rotation ils ont tourné l'expérimentation, les billes sont tombées dans des orbites typiques des orbites quantiques, sans avoir une interprétation qui est neurotique, qui est un peu confuse, que la matière peut faire toute cette magie et que quand on l'observe, elle fait encore plus de magie. Parce que quand ils ont mis l'observateur dans l'eau, la caméra, le truc pour enregistrer, pour voir où est-ce que la bille va, le truc qu'ils ont mis dans l'eau, il fait des vagues aussi. Et ces vagues, ils ont interféré avec les vagues que les billes font. Et ça a donné le résultat typique qu'on voit dans l'expériment des fentes. Alors, ce n'est pas pour vous désappointer que j'ai mis ça là-dedans, parce que ça ne veut pas dire que toutes les interprétations qu'on a faites de la conscience en relation de la physique ne sont pas vraies. Ça veut juste dire qu'il y a une explication classique de comment on influence le champ. Parce qu'on crée des vagues, on crée de l'information, on informe l'univers de notre interprétation, et ça fait des systèmes d'interférence qui influencent le reste de l'univers. Dans un univers d'infini, chaque point est au centre. Vous êtes le centre de l'univers. Ce qui est important, c'est de ne pas oublier que le reste des gens sont le centre aussi. Parce que sinon, ça peut créer des problèmes. Et donc, ce qui est important dans cette expérimentation qui a été faite par MIT, c'est de réaliser que ce vide, il se comporte vraiment comme un fluide, comme l'eau dans la piscine. Et donc, si ce n'est pas... Bon, là, c'est des codes des expérimentations. Mais combien de temps j'ai encore? Ah, 1 heure? OK, good. Ça va? Vous suivez? Hein? OK, good. J'ai dit, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'un atome? Il doit avoir parce qu'en ce moment, en physique quantique, on vous dit, n'essayez pas de visualiser qu'est-ce qu'un atome. Ce n'est pas visualisable puisque c'est des vagues et des particules en même temps et tout ça. Et moi, c'était vraiment important pour moi. Vous voyez, on le visualise, l'univers autour de nous. Comment des choses qui ne peuvent pas se visualiser font des choses qu'on visualise? Alors, il devait avoir une fondation plus mécanique, plus fondamentale. C'est ce que Einstein pensait. C'est pour ça qu'il s'est battu contre la physique quantique pour le reste de sa vie, après l'avoir initiée. Et je me suis dit, si chaque point peut diviser à l'infini, l'atome doit être un petit trou noir. Et les trous noirs, on les adresse avec les équations d'Einstein. Mais si vous disiez ça à un physicien, il va vous dire non, c'est pas possible, l'atome n'a pas assez de masse pour être un trou noir. Et
moi, quand j'ai pensé à ça, j'ai dit, ah, mais attendez, quand on regarde l'atome, est-ce qu'on calcule l'énergie potentielle du vide à l'intérieur de cette limite qu'on appelle l'atome? Et on ne le fait pas. Alors j'ai dit, peut-être qu'on devrait faire ce calcul. Et j'ai commencé comme ça, tout simple, à faire un calcul. Bon, j'avais écrit beaucoup plus de physique avant, j'ai publié des papiers sur la torsion dans l'hyperespace, dans l'espace-temps et tout ça. Et il y a des choses qui sont connectées à ça qui n'ont pas été comprises par les gens qui lisent mes papiers, ça c'est une autre chose. Mais en tout cas, pour cette section de la théorie, j'ai dit, OK, on va juste prendre le rayon du proton, le Compton Ray, un rayon d'une énergie du proton, et on va dire c'est quoi le volume de ce rayon? Alors c'est très petit, hein, c'est 1,3 multiplié par 10 au moins 13, et pour le volume, on fait 4 tiers, c'est ça, 4 tiers? Ouais, multiplié par pi, multiplié par le rayon cube, et ça nous donne un volume. Et le volume du proton, il est 10 au moins 39 cm3. Alors, c'est très petit. Hein? C'est très petit. Et quand on divise ça par la densité d'énergie dans l'espace, on va obtenir combien de cette énergie est encore présente dans le petit volume d'un proton. Vous me suivez? Quand j'ai fait la division, mon menton est tombé sur le... Parce que le résultat était encore 10 au 55 grammes par volume de proton. 10 au 55 grammes d'énergie par volume au proton. Où on a vu ce numéro? Pourquoi mon menton est tombé? Parce que où on a vu ce numéro, c'est exactement la masse de l'univers. Et c'est pour ça que j'en étais baba, oui, parce que ça faisait 20 ans que je disais que l'énergie du vide connecte tous les protons, connecte tous les atomes dans l'univers. Et donc, si ça, c'était vrai, quand je calcule combien d'informations, combien d'énergie est à l'intérieur d'un proton, il devrait avoir tous les autres protons de l'univers. Et c'est exactement ça que j'ai obtenu. Donc ça, c'est une équation très simple qui nous donne un support fondamental pour le concept « tout est un ». Merci. Merci. Et ça veut dire que tous les protons ou tous les trous noirs doivent être connectés avec les wormholes, les trous de verre. Et ça a des implications sur l'entropie de l'univers et tout ça, qu'on n'a pas le temps d'aller dedans, et ça, c'est le prochain papier que je vais sortir. Et donc, c'est cette connexion de tous les points que vous êtes fait de cette connexion. Vous avez accès à travers l'infiniment petit, et c'est ça le hic, c'est ça l'important. Tous les maîtres qui ont marché sur notre planète ont essayé de nous dire « Prenez le temps tous les jours de tourner vos sens vers l'intérieur et d'aller vers le centre de votre existence. Là habite l'univers. » Hein? Là, on commence à comprendre pourquoi. Maintenant, on commence à comprendre les mécaniques. Comment et pourquoi? C'est là que réside l'information, que c'est là que résident toutes les nouvelles idées, que c'est là que réside toute l'imagination, la transformation. Mais si notre société ne nous apprend pas ça, on passe toute notre vie à l'extérieur. Et ça, à l'extérieur, on est limité.
Nos sens ne peuvent pas voir très loin, ne peuvent pas toucher très loin, ne peuvent pas sentir très loin. Mais à l'intérieur est toute l'information de l'infini. Et ça aussi, ça commence à expliquer pourquoi des trucs comme remote viewing, comment on dit en français? Vue à distance? Vue à distance et télépathie et tout ça est possible, puisque si toute l'information est présente dans chaque point, ces gens qui font la vue à distance, ils ne vont pas là à l'extérieur d'eux, mais ils vont à l'intérieur pour aller à l'extérieur, pour avoir l'information. Quand les gens me disent « j'ai eu un hors de corps expérience, j'ai eu une expérience hors de corps », out of body, comment ils disent? Hors du corps? Je leur dis « non, vous avez eu une expérience à l'intérieur du corps, vers l'intérieur, vers l'infiniment petit ». Et ça aussi, c'est important parce que ça commence à donner un concept aux gens spirituels que le spirit, la conscience, tout ça, c'est à l'intérieur de la matière. Ce n'est pas séparé. La matière, c'est la porte pour aller vers l'infini. Et qu'il ne faut pas la séparer de la conscience. Et donc ça, c'était vraiment significant quand j'ai trouvé ça. Et là, j'ai regardé et j'ai dit, bon, OK, 10 au 55 grammes, c'est assez pour faire que tout l'univers est un trou noir. Je n'ai pas besoin de tout ça pour faire que le point de l'atome soit un trou noir. Alors, il faut faire une équation pour trouver combien de cette énergie est nécessaire pour que l'atome soit considéré un trou noir, pour que le proton soit considéré un trou noir. Et là, c'est là qu'on prend la solution d'Einstein, écrite par Karl Schwarzschild, et cette solution nous donne un rayon, typiquement. Alors, R sub S, c'est le rayon Schwarzschild, est égal à 2 fois la constance de la gravité multipliée par la masse sur la vitesse de la lumière au carré. Mais moi, je savais c'est quoi le rayon. Je sais c'est quoi le rayon. Je cherchais c'est quoi la masse. Alors, j'ai dû bouger le G vers le bas et le C vers le haut. Vous voyez? Vous avez tous fait ça, right? OK. Et donc, le résultat, ça m'a donné 10 au 14 grammes pour un proton trou noir. Et j'ai calculé combien d'énergie j'avais utilisé du 10 au 55. Et le résultat, c'était 10 au moins 39% de l'énergie qui est présente dans le trou noir du proton. Et dans mon prochain papier, donc c'est très, très petit. J'ai utilisé très, très petit de l'énergie présente dans le vide pour créer tous les protons de l'univers. Incroyable. Vous pouvez vous imaginer si on accédait à juste un milliard de ce qui est présent dans le vide, on n'aurait plus de problème d'énergie. On arrêterait de construire des centres d'énergie nucléaire. Mais aussi, je voulais mentionner que dans mon prochain papier qui vient, j'ai trouvé une solution sweet. Parce qu'il y a un problème en physique, c'est le plus gros disparate, l'écart, oui, le plus grand écart en physique. C'est un écart entre la constance cosmologique, c'est-à-dire qu'on voit l'action du vide sur l'expansion de notre univers, il fait que notre univers grandit en accélérant, et la densité du vide au niveau quantum. On sait que la densité du vide au niveau quantum, c'est 10 au 93 grammes par centimètre cube. Mais quand on voit l'action de ce vide sur l'univers, qui s'appelle la constance cosmologique, c'est 10 au moins
29 grammes par centimètre cube. C'est beaucoup, beaucoup moins. C'est une différence de 120 ordres de magnitude. Alors, les physiciens, quand ils ont trouvé ça, ils ont dit « Oh, il y a une erreur quelque part, et c'est une erreur de 120 ordres de magnitude. » C'est très gros. C'est la plus grosse erreur en physique. Ça s'appelle la vacuum catastrophe, la catastrophe du vide. Ben, j'ai trouvé, je regardais ça un jour, et parce que aussi j'ai eu des physiciens qui m'ont dit « Ah oui, mais tu sais, la densité du vide au niveau quantum, peut-être que elle est trop haute, c'est probablement la densité de la cosmological constance, la constance cosmologique, qui est beaucoup plus basse. » Et j'ai dit « Oui, mais attendez, comment il doit y avoir une relation? C'est quoi la relation? » Et parce qu'ils n'ont pas le proton sur Charles, ils ont pas trouvé la relation. Mais moi, alors j'ai fait quelque chose de très simple, et ça a fait tomber mon menton. J'ai pris le Sir Charles proton, le proton Sir Charles, et je l'ai grandi de la grosseur de l'univers, et j'ai calculé combien il me restait de fluctuations du vide, et ça m'a donné exactement 10 au moins 29 grammes par centimètre cube. Alors, notre univers est un proton expansé au niveau de l'univers. Et donc, ça, c'était très bien, tout allait bien, jusqu'à quand que, le 10 aux 14 grammes, tu sais, c'est pas évident de publier ça pour les physiciens parce que je savais qu'est-ce qu'ils allaient me dire. Un instant! Un instant! J'aime la façon que tu penses, mais un instant! Parce que le proton est mesuré à 10 au moins 24 grammes, alors tu es wrong, tu es faux de 10, de 10 au 38 grammes, 38 ordres de magnitude faux. Alors, vous voyez, ça, quand vous trouvez ça, et que tout est beau, mais là, il y a le problème, c'est que là, c'est le genre de journée que vous avez. Elle dit « gone insane », you know. Et, mais vous voyez, heureusement, si vous avez une chance, allez sur YouTube et regardez un truc qui a été fait par History Channel, ça s'appelle Dangerous Knowledge. Et ça a à voir avec les physiciens qui ont essayé de trouver l'infinité et qui sont tous devenus fous.